Alors maintenant, nous accueillons Nathalie, Léa et Fiona pour la séquence sur les relations entre les parents et les enfants, comment développer des relations harmonieuses avec ses enfants. Alors, on va s'installer tranquillement. Est-ce qu'on voit tout le monde à l'écran? Bienvenue, mesdames. Alors, bon, finalement, de toute façon, le principal, c'est qu'on vous voit, vous. Alors, on va recadrer comme ça et peut-être un peu plus comme ça. Voilà. Alors, par contre, le truc, c'est que du coup, comme on a éloigné la caméra, le micro, hop, est-ce que ça marche toujours avec le micro? Ok, bien comme ça. Fiona, je pense que même tu peux t'avancer un petit peu, tu vois, parce que oui. carrément, tu peux y aller. Ok, super. On va rapprocher. Bon. Voilà, c'est pas forcément un plateau qui est fait pour accueillir plus de 2 personnes, mais on s'organise. Donc, vous ne voyez plus l'animateur, mais c'est pas grave, vous l'entendez encore. Je prépare. Alors, hop. Je vais vous poser une question en même temps que j'ouvre le document de préparation de votre séquence que je n'arrive plus à ouvrir. Zut. Pourquoi Alors, je suis embêté. Un petit souci technique. Oui. Est-ce que vous avez eu l'occasion de regarder la séquence de Guillaume Alexandre sur la pleine conscience? Vous l'avez vu? Ah ben, il y en a qui ont encore des bonnes raisons. Je regarde depuis ce matin. D'accord, ok. Alors, je n'arrive plus à ouvrir ma boîte mail. Zut. Hop. Alors, je crois que je l'avais mis aussi ici ou pas? Non, ça... Pourquoi Bon, alors je vais le faire avec on va voir si je le fais avec le téléphone. Je vais le faire avec le téléphone. On va s'adapter. Et à la prochaine interséquence, je réglerai ça mieux. Alors... On découvre en même temps, du coup, le direct. Et alors, donc Nathalie, est-ce qu'il va être là? Donc là, non, c'est les documents. Zut, bon, excusez-nous pour ce contretemps. Si pourtant, normalement, il devrait être là. C'est peut-être ça que tu cherches. Conducteur général. Non, ça c'est conducteur général. C'est ça, tu l'avais pris. En fait, c'était juste, oui, pour l'introduction. Bon, de toute façon, ça va aller tout seul. Oui. Non, mais ouais, c'était juste pour faire la transition entre la séquence précédente et celle-là. Dans cette séquence, donc, ce qu'on va voir, c'est que parents, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc pour ceux qui le sont, donc ils le savent déjà, ou si vous allez le devenir plus tard, vous pouvez déjà l'imaginer. Ça se passe rarement comme on l'a prévu. Alors. Ça veut dire qu'il faut s'adapter. On a un nouveau rôle quand on est parent, et bien souvent on s'inquiète tout le temps pour ces petits. Alors voilà. Donc on va voir plein de choses. On va regarder. Donc comme on se rend compte que c'est pas facile d'être toujours disponible pour nos enfants. Mais on va se poser cette question sur comment remédier à ça. Et puis finalement, voilà, cette question générale de comment développer des relations harmonieuses avec ses enfants. Alors, pour cette séquence, on ne reçoit pas une invitée experte, mais 3. Donc, on a donc Léa Boulbès. Bonjour Léa. Bonjour. On a également donc Fiona Maillet. Bonjour Fiona. Et puis Nathalie Frémont. Bonjour Nathalie. Et bien, on va faire connaissance avec vous 3. Est-ce que on a commencé, il n'y a pas d'ordre de préférence, hein, mais bon, on a commencé par Léa. Est-ce que tu veux nous présenter qui tu es, ton parcours, ton activité?
Donc, du coup, moi, je suis conseillère en périnatalité et parentalité. Donc, j'accompagne les parents dans des difficultés qu'ils peuvent rencontrer, donc notamment au niveau du sommeil. Après, je les aide aussi dans l'alimentation. Donc, ça rejoint après aussi tout à l'heure, on en a discuté avec l'intervenante d'avant. Donc, moi, ça va être sur la diversification alimentaire, donc la diversification menée par l'enfant et la classique. Ensuite sur l'allaitement et aussi par le biais de la réflexologie bébé émotionnel où donc je vais aider les parents pour les douleurs du bébé et les émotions de l'enfant. Ok. Et donc pour ma part, donc je suis Fiona Maillet, je suis doula, c'est-à-dire que j'accompagne les parents dans ce qu'on appelle la période périnatale, que ce soit du projet bébé jusqu'au postpartum. J'accompagne également les couples, les femmes dans un deuil périnatal. Voilà, c'est vraiment un accompagnement émotionnel qui est totalement complémentaire à un accompagnement médical qui peut être réalisé par une sage-femme, un gynécologue. Voilà, c'est des échanges, des temps de parole, beaucoup de temps d'écoute. Et puis, je peux apporter des informations quand ils en font la demande. Et mon truc en plus, c'est de les accompagner aussi, ces femmes, dans le massage. Un soin qui les permet de prendre du temps pour elles, de la détente, un soin prénatal, soin postnatal et massage Rebozo, qui est un massage à 4 mains. D'accord. Voilà. Donc on apprend, pour ceux qui ne connaissent pas, on apprend un nouveau terme, le terme de doula. Comment ça s'écrit doula ? D-O-U-L-A. Okay. Alors la traduction grecque du mot doula, traduction française du grec, c'est esclave. Donc tout de suite, c'est pas... On pense vraiment à la femme. Traduction littérale. Voilà, il ne faut pas faire une traduction littérale. C'est une femme qui sert une femme. Et c'est vraiment dans ce rôle-là, elle est là pour l'accompagner tout au long de cette période qui est la maternité et par la suite la venue au monde d'un enfant. Et puis être à son service, c'est être présente pleinement pour elle, pour ses besoins, pour qu'elle puisse, elle, prendre soin de son bébé. Ok, voilà. Très bien. Et donc moi, Nathalie Frémont, je suis consultante parentale, ma société s'appelle Histoire de parents. Alors moi, je suis beaucoup plus dans la relation, c'est-à-dire que je travaille vraiment sur les émotions, les valeurs de chacun, de façon à comprendre, être capable d'accueillir l'émotion, donc comprendre et accueillir l'émotion de son enfant, mais aussi dans la relation de couple. On va travailler sur les valeurs, ce qui va permettre justement une harmonie en famille. Et donc, voilà, on voit les choses, on reçoit le besoin différemment, on le voit différemment. Je suis aussi formatrice et animatrice Snozélène, donc c'est des ateliers où on met justement les sens en éveil. Et je vous expliquerai un petit peu plus tard à quoi ça sert, ce qu'on y fait et ce que c'est. Oui, parce que c'est tout à fait surprenant. Voilà. Ouais, voilà. Ça mérite une explication. Ce qu'on verra également aussi, alors, donc là, il est... alors, je suis embêté parce que j'ai pas toutes les informations sur mon conducteur. Donc, il est 14h09. Donc, on a le temps. Hein. On a encore 45 minutes à passer ensemble. Donc, on verra aussi quelle est finalement la complémentarité qu'il y a entre vos trois métiers. Alors, juste pour continuer à faire connaissance avec vous, qu'est-ce qui vous a amené sur ces métiers ? Vous vous êtes dit un jour, là il y a un problème, il faut que j'intervienne là-dessus, ou plutôt comme notre intervenante précédente, c'est plutôt parce qu'il y avait une passion vraiment depuis très longtemps, vous vouliez pousser là-dedans. Ça s'explique comment vos choix ? Alors, pour ma part, du coup, c'était plus par passion de travailler aussi avec les enfants et à ce niveau-là. Donc, du coup, je me suis diplômée et puis après, j'ai voulu développer encore plus mes connaissances. Et donc, ça m'est venu à développer les connaissances sur le sommeil du bébé. Et puis, on a encore envie toujours d'apprendre et on continue à des formations. Et voilà, un peu le parcours où maintenant... je suis vraiment dans l'accompagnement global pour les parents, dans toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer au quotidien avec leur bébé. Voilà, tout simplement. Et puis je pense aussi qu'il y a aussi une part de vécu personnel qui fait qu'on a toujours envie d'apprendre et pour justement pallier aux difficultés que d'autres parents pourraient rencontrer. Voilà. Et
sur la tranche d'âge sur laquelle tu travailles, pour toi aujourd'hui, la problématique la plus importante, c'est quoi? Une seule, juste la celle qui est tout en haut du problématique panier. qui revient, c'est mon enfant fait passer nuit. D'accord, ok. Donc ça revient souvent. Mon enfant ne dort pas, il tâte encore, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, voilà, c'est le genre de problématique qui revient assez souvent et souvent aussi à la rentrée scolaire. Voilà, j'ai des enfants du coup de 3 ans qui rentrent à l'école maternelle et donc du coup il y a une régression qui se fait, donc les parents ils veulent pallier aussi au niveau émotionnel de l'enfant et l'aider, l'accompagner au mieux dans cette nouvelle école, les nouveaux copains, voilà, dans cette approche-là. Okay. Voilà, c'est le truc qui revient en majorité. Et pour ma part, cheminement personnel, puisqu'il y a quelques années, j'étais en études de droit, donc absolument rien à voir. Et puis, dans mon cheminement, j'ai eu 2 enfants, j'ai connu 2 grossesses, 2 postpartum bien différents, et j'ai pris conscience de l'isolement qu'on pouvait ressentir en tant que maman, du manque d'informations que j'avais de la part des professionnels qui n'avaient pas le temps. Et du coup, en faisant des recherches sur quel est vraiment le besoin d'une femme pendant le temps de sa maternité, que ce soit la grossesse, que ce soit en postpartum, bien, les besoins c'était de l'écoute, de la présence, d'avoir ce qui revient aujourd'hui beaucoup, c'est son village autour. Et j'ai aussi pris conscience de moi, ma place envers les autres. Ce que j'aimais faire, c'était beaucoup accompagner. Et donc, j'ai rencontré le métier d'accompagnante périnatale, de doula, et je me suis formée. Voilà. Ok, très bien. Et alors, quant à moi, je suis diplômée infirmière et du coup, j'ai beaucoup travaillé auprès des enfants, dans des milieux différents, que ce soit l'hôpital, les écoles ou la crèche. Et je me suis rendu compte en fait déjà de l'attitude des parents vis-à-vis des enfants par rapport à leurs propres émotions. Quand on a un enfant malade, c'est très difficile de l'accepter. Quand on a un enfant différent aussi, quand il pose des problèmes à l'école ou quand il a des difficultés scolaires, pas forcément sur le plan scolaire, mais ça peut être aussi relationnel. Voilà, donc là, c'est cette influence qu'on a dans cette relation parent-enfant est quand même très importante. En crèche, j'ai vu aussi, il y a le travail là, qui vient s'ajouter, le parent pressé, on dépose l'enfant, il y a plein de choses qui se passent. Et tout ça, je me suis dit, mais il faut travailler quelque chose, il faut accompagner ces familles-là, parce que c'est des situations qui sont compliquées et qui viennent s'interférer au bien-être de l'enfant et donc forcément dans le comportement qu'il va avoir après. Voilà, donc tout ça, ça fait partie de l'éducation. L'épuisement parental, on en entend parler aussi de plus en plus, c'est quelque chose qu'on connaît, donc je me suis aussi spécialisée sur l'épuisement parental et voilà, on voit quand je me suis formée là-dessus, c'est bien évident que tout vient de l'émotion, des valeurs et de la façon dont on va accueillir et accompagner son enfant, quel que soit l'âge. Donc moi je travaille autant avec les jeunes enfants jusqu'à la fin de l'adolescence. D'accord. Donc spontanément, tu as parlé de l'épuisement parental. J'ai oublié de poser la question à Fiona. Pour toi, la problématique la plus récurrente que tu vois dans ton activité, que tu rencontres? C'est les questions que se posent les couples et surtout les mamans sur l'accouchement et l'après. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais vivre en fait ensuite? En effet, il y a la question du sommeil, il y a la question de l'alimentation, l'allaitement, pas l'allaitement. C'est beaucoup de questionnements sur ce qui va se produire en fait. Ce passage de la femme à la mère et puis après de la mère d'un nourrisson. Comment l'accompagner vraiment au mieux. Donc on va le voir après. Quels sont les liens, les interactions qu'il y a entre vous trois. Excusez-moi. Mais est-ce que, parce que là, on a pour habitude à chaque fois qu'il y a un expert qui arrive, de faire un brise-glace. Je vais retrouver ma voix. Un petit verre d'eau peut-être. Oui, je vais faire ça. Je vais faire ça. Ça s'impose. On est dans le prendre soin. C'est ça. Il aurait fallu que je garde le verre de Karel. L'eau sucrée plutôt. Oui.
Donc on va tenter un exercice de collaboration entre vous trois avec le brise-glace. Donc déjà, on va imaginer que vous partez en vacances toutes les trois en même temps. Donc il se trouve que vous fermez vos... Enfin, vous fermez pas vos activités là. Vous décidez de partir en même temps. Est-ce que vous êtes capable de vous mettre là en quelques secondes d'accord sur une destination? Alors, soleil ou froid? Là actuellement, plutôt soleil. Bon, je serai au Brésil bientôt. Venez avec moi. Soleil. Allez, on part au Brésil. Vous allez au Brésil. Ok, très bien. Alors maintenant, vous partez en vacances, donc pendant 2 semaines, vos clients, vous n'êtes plus là pour vos clients, donc il faut un remplaçant. Donc vous allez trouver un remplaçant, on va en choisir 4 et vous allez nous dire qui c'est que vous choisissez. Alors là, par contre, vous choisissez chacun en fonction de votre personnalité, votre remplaçante préférée. Donc donnez-moi s'il vous plaît 4 chiffres entre 1 et 48. 42. Alors 42, il y a Miley Cyrus. Est-ce que vous connaissez Miley Cyrus? Oui. Ok. C'est une Chanteuse pop. Chanteuse pop. Elle a commencé à faire des séries pour les ados. Oui, donc un rapport avec les enfants. Ouais. Après, un autre chiffre? Allez, 22. 22. Alors, Charles Aznavour. Bon, on ne le présente pas. Voilà. 9. Et le 9. 9, pardon. Le 9, c'est Shakira. Donc, chanteuse. On est sur du chanteuse latino. Et puis on va en prendre un quatrième quand même pour faire le départage. Un quatrième, qui c'est qui veut... Le 11. Alors le 11. Nathalie Baye. Donc Nathalie Baye, Shakira, Miley Cyrus, et qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Charles Aznavour. Donc qui choisit qui pour le remplacer dans son activité? Moi, je choisirais bien Aznavour, Charles Aznavour, parce que c'est quelqu'un qui est très tourné vers l'autre et vers la famille. Du coup, je pense qu'il serait tout à fait à la hauteur pour accompagner les parents. Enfin, de toute façon, tout le monde est à la hauteur. Mais je pense qu'il est dans cet état d'esprit, dans cette sensibilité de prendre soin de soi et prendre soin de l'autre. Donc, on est vraiment dans l'émotion, la compréhension de l'émotion et des valeurs. Ok. Charles Aznavour. Je serais bien tentée par Miley Cyrus parce que je pense qu'elle s'écoute. Et les parents, il y a aussi ce besoin de prêter attention à ses besoins et s'écouter aussi. D'accord. Pas toujours écouter ce que les autres disent. Des conseils qui peuvent être... Donc pour l'instant, un homme, une femme, un Français, un étranger, une étrangère. Je serais plus sur Aznavour aussi. Okay, d'accord. Plus justement sur la douceur, sur l'homme qui représente. Je pense que la douceur comme ça auprès des parents serait bien. Ça serait pratique pour les berceuses. Alors je ne sais pas si tu utilises les berceuses, mais... Ça serait très pratique pour l'endormissement justement. Ça serait très bien. Non pas que Charles Aznavour nous endorme. Non, mais bon. Ok, très bien. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que... Alors, je suis un petit peu embêté parce que je vois que l'indicateur de diffusion, il est rouge, là. Alors, j'espère que ça se... Alors, je fais juste... Excusez-moi, Non, c'est bon, ça repasse au vert, ça va. Donc, sur l'état d'esprit de cette séquence. En fait, chacune des séquences que l'on démarre, il faut autant la voir comme une séance d'information qui est envoyée vers nos auditeurs que comme un atelier sur lequel on réfléchit ensemble, ou éventuellement on réfléchit avec les auditeurs quand ils nous posent des questions. Ce qu'on veut, et on l'a vu ensemble quand on a préparé l'événement, c'est apporter des choses très concrètes aux auditeurs. Et là, qu'est-ce qui sera possible de leur donner d'ici la fin de la séquence? Avec quoi ils vont repartir? Alors, on s'était mis d'accord que c'était pour donner une clé pour passer un moment de qualité avec son enfant. Donc, au cours de justement cet atelier, on va pouvoir voir vers quoi justement ce que ça veut dire donner une clé de qualité pour une relation de qualité avec son enfant. D'accord. Et donc, on va partir... Alors,
Il faut que je fasse appel à ma mémoire, parce que je n'ai plus accès à mon... Ah, tu l'as, donc tu vas me sauver, Nathalie, pour en fait, on est malheureusement, obligé de passer par un peu d'histoire. C'est pour ça que j'ai mon papier dans les mains, parce que les dates... Alors ça, je l'avais en tête. On ne va pas les retenir comme ça, donc j'ai rien sauté là, jusque-là. Oh bah non, apparemment tout va bien. Mais en fait, la question, c'est de savoir aujourd'hui, finalement, tout à l'heure, on parlait du métier de doula. Moi, avant, je n'en avais pas entendu parler de ce métier. Peut-être parce que je suis un homme et que je me sens moins concerné, mais c'est vrai que ça n'était pas arrivé jusqu'à mes oreilles. Mais vos métiers, c'est quand même des métiers relativement récents. Voilà. Alors, quand je dis en France, voilà. En France peut-être. Quand je dis relativement récent, on va se dire qu'il y a 50 ans, il n'y a peut-être même pas besoin d'aller chercher si loin. On se voyait moins se faire appel. Il y a peut-être une offre moindre de professionnels comme vous, et on avait moins de réflexes de faire appel à des métiers comme vous. Donc ça veut dire quoi ça en termes d'évolution? Justement, il y a un lien, et c'est justement là où on est obligé de parler un peu de l'histoire, parce que le bien-être... Alors, j'ai mon papier à cause des dates. Le bien-être de l'enfant, ça n'a pas toujours été le principal centre d'intérêt, ni des parents et ni de la société d'ailleurs. Si on se rappelle, si on repart sur le 19e siècle, il y a eu... les enfants étaient au travail, et en 1841, on va avoir une loi qui va les protéger. Puis dès 1881, le droit français concernant l'éducation des enfants, la scolarisation qui progressivement va être amenée dans tous les milieux, soit les milieux pauvres ou riches, parce que c'était la vie de l'époque. Et puis les enfants vont être de plus en plus investis, choyés au sein de leur famille. On va leur reconnaître des besoins, chose qu'on ne reconnaissait pas auparavant. Mais plutôt là, pour le coup, ça va être plutôt, on va voir ça plutôt sur les familles plus aisées, malheureusement, puisqu'il y aura encore beaucoup de maltraitance à l'égard des enfants dans la plupart des familles. Et puis après la Deuxième Guerre mondiale, il y a l'UNICEF en 1947, qui devient une organisation internationale permanente en 1953. On va avoir les droits de l'homme qui reconnaît à la maternité et aux enfants le droit d'une aide spéciale en 1948. Et seulement 10 ans après, en 1959, la première version des droits de l'enfant. Il faudra attendre encore 30 ans pour avoir ce qu'on appelle le CID, la Convention internationale des droits de l'enfant, le 20 novembre 1989. Donc c'est quand même très récent. Donc il va énoncer des droits affectifs, civils, économiques, sociaux, culturels de l'enfant. En énonçant les droits de l'enfant, le texte a également fixé des devoirs aux parents et ainsi les parents ont la responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement. Donc à partir de ce moment-là, il y a un nouveau regard qui va être posé sur l'enfant par la société et on va placer l'intérêt de l'enfant au-dessus de tout. Il va y avoir des groupes de travail et des études qui vont s'intéresser au développement de l'enfant et la notion parentalité positive va commencer à s'introduire et on va en arriver, alors là c'est une date très récente, le 10 juillet 2019 qui va être relative à l'interdiction des violences ordinaires. Vous le connaissez certainement sous le nom de l'interdiction des fessées. Donc retenez bien, interdiction des violences ordinaires. C'est pas seulement la fessée, ça a été traduit comme ça. Donc si on a le temps, on reviendra sur certaines des choses que tu as... Donc là, ça va aller, tout à fait. Là, ça va aller très vite. En 2019, il va y avoir un projet sur les 1000 premiers jours, puisqu'on va prendre conscience aussi qu'il va falloir accompagner les parents. Et d'ailleurs, il y a un site internet qui existe depuis le 15 septembre 2021, qui s'appelle 1000 premiers jours.fr, voilà, sur lequel tout le monde peut aller, où il y a plein de petits conseils. Du coup, je vais laisser Fiona, parce que c'est plus dans sa partie, vous dire brièvement de quoi il s'agit. Donc c'est 1000 en chiffres, 1000-jours.fr. Pourquoi les 1000 premiers jours, en fait, ils sont partis du principe que tout commence par là. C'est-à-dire que c'est une période, que ce soit tout le temps, finalement, du projet bébé, de la grossesse, et les premières années sont les années les plus importantes pour le développement de l'enfant. C'est ces années-là qui vont faire l'adulte qu'il sera. Alors bien évidemment, avec nos cheminements dans notre vie, on peut changer, on apprend des nouvelles choses et tout, mais c'est surtout dans ces premières années de vie de l'enfant que tout commence en fait.
Et avec les années, on a pris conscience vraiment de l'importance du prendre soin du parent, du prendre soin du bébé, de son développement. Ça a commencé notamment avec Frédéric Leboyer qui a écrit un livre, j'ai perdu le nom, c'est pas vrai. On a au moins oui, voilà, Frédéric Leboyer. En fait, c'était à une époque dans les années 70 où quand le bébé naissait, on lui mettait une claque sur les fesses ou sur le dos parce qu'il fallait le faire crier et que c'était comme ça que... une naissance sans violence, voilà. C'était comme ça que le bébé venait au monde en fait. Donc dès le début, il découvrait un monde qui était aérien, il était dans un monde aquatique, sonore, hyper lumineux, et puis d'un seul coup, on venait au monde, tac. Donc ça a commencé entre autres par là, où on a pris conscience de tout ça, et puis comme l'a aussi très bien expliqué Nathalie, prendre conscience de se prendre soin de l'enfant. Et il y a eu l'émergence de beaucoup de métiers en ce sens pour accompagner le parent dans ce rôle qui semble inné et qui pourtant ne l'est pas toujours parce qu'on vit dans une société où on a des obligations sociétales, parce qu'on a un cerveau qui nous aide à énormément réfléchir, à culpabiliser, à se poser beaucoup de questions, et parfois on a le besoin d'être accompagné pour cela. Et en effet, c'est dans ce contexte-là que nos métiers ont émergé, du moins ont émergé plus récemment en France. Comme on disait tout à l'heure, il y a des métiers, nos métiers sont sur certains continents, dans certains pays, existants depuis très longtemps. D'accord. Il y a aussi le fait que la société a changé dans sa structure. Aujourd'hui, on vit souvent très éloigné de nos familles proches, par choix ou par obligation. Avant, on vivait en tribu, ou quand c'était pas une tribu, on vivait avec nos parents, nos grands-parents. Il y avait vraiment cette idée de continuité familiale, de continuité parentale, et on apprenait aussi par l'autre. Aujourd'hui, on se retrouve, il y a des familles monoparentales, il y a des couples qui sont très loin de tout ça, qui sont isolés, et c'est pour cela que, entre autres, les institutions ont décidé de vraiment se pencher sur la famille et comment l'accompagner dans son développement pour avoir des relations harmonieuses entre le parent et l'enfant. Donc ce qu'on voit, c'est une évolution progressive de reconnaissance des droits de l'enfant, de la place de l'enfant. Finalement, à côté, ce qui ne va pas forcément de pair, c'est une évolution de la formation des parents. Parce qu'en fait, finalement, là tu disais, parents, on pense que c'est quelque chose d'inné, mais bon, c'est pas si évident que ça. Est-ce que ça s'apprend d'être parent? Est-ce que c'est un métier? Alors, il y a deux choses. Il y a l'inné, à partir du moment où, je te laisserai la parole pour expliquer tout ça, mais à partir du moment où quand on commence à concevoir l'enfant, quand on a cette idée, il y a quelque chose qui se passe, la grossesse et la naissance, il va y avoir effectivement un amour inconditionnel qu'on ne va pas... il faut le vivre, quoi. Enfin, qui vient, qui arrive comme ça, et évidemment on sait s'occuper d'un enfant. Ce qu'on ne sait pas, c'est faire face à nos émotions et aux émotions de l'autre, et c'est ça qu'on accompagne, c'est ça qui s'apprend. Alors on peut effectivement apprendre certaines problématiques. Je vais rester simple pour pas vous prendre... Je réfléchis en même temps parce que je veux pas vous prendre non plus la parole sur votre partie. Changer la couche d'un enfant, peut-être qu'on ne sait pas bien faire les gestes, mais c'est pas ça qui est important. Ça va être vraiment toute la relation qu'on va apporter. Et quand l'enfant arrive, il y a des choses qui sont naturelles, mais il y a des choses qu'on va pas... Il va réagir, il va se mettre à hurler. On va pas comprendre ce qui se passe, peut-être. Parfois oui, parfois non. Donc là, il va falloir effectivement, sur certaines réactions, s'accompagner. Et c'est là où moi, j'interviens des fois parce que... qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Si vous partez, vous avez un enfant qui se met d'un seul coup, qui explose en colère, qui se met en colère, et vous ne vous y attendez pas du tout.
Peut-être que chez vous, ça ne va rien faire, vous allez gérer la situation, aucun problème. Mais peut-être que vous avez une amie qui est là en même temps, ou un ami, et là, ça va l'irriter, et elle ne va pas savoir, ou il ne va pas savoir se contenir, et exploser. Et pourquoi vous, c'est votre enfant que vous avez géré, et l'autre n'a pas pu gérer cette émotion? Parce que ça renvoie quelque chose dans le passé. Cette colère, ça renvoie une image qui est douloureuse. Donc c'est ça qui va être travaillé, justement, qui va être accompagné. C'est pourquoi, quand mon enfant explose, je ne supporte pas. J'ai les poils qui se redressent, alors que mon conjoint, lui, ça ne lui fait rien du tout. Donc il y a toujours une raison du comportement qu'on va avoir. Si vous rentrez du travail, que vous êtes épuisé ce jour-là, que vous avez passé une mauvaise journée, vous n'allez pas prendre les choses de la même façon que si vous êtes bien reposé, prêt à recevoir. Donc tout ça, ça s'accompagne. Du coup, je vais vous laisser parler plus précisément sur l'accompagnement dans vos parties. Peut-être toi, pas sur un problème de sommeil ou d'alimentation, par exemple. Ça va être la même chose. De toute façon, ça va être apporter du coup du temps de qualité et pas forcément de la quantité. C'est-à-dire qu'à son enfant, justement, on rentre le soir, on est fatigué, il y a la machine à éteindre, il y a le lave-vaisselle à vider, la nourriture à préparer, et l'enfant qui court partout et qui crie maman, papa, et qui demande du coup de l'attention. Et ça va être aux parents de savoir aussi poser ses limites, ses émotions, et lui dire écoute, là je ne suis pas en capacité de te répondre, je suis en train de préparer le repas, je finis le repas et après je suis à toi, ou au contraire laisser le repas à son partenaire et dire maintenant je m'occupe de toi et je t'écoute, je suis là pour te répondre. Ça va être pareil pour le soir, pour les moments du coucher. On pose le téléphone portable, on ne regarde pas la télé, on ne regarde pas autre chose à côté. C'est lire l'histoire et être vraiment à 100% avec son enfant et du coup répondre et être en interaction avec lui à ce moment-là. Ça va être lui apporter vraiment ce temps où même si c'est un quart d'heure, 20 minutes, vous répondez vraiment à son besoin et à l'attention qu'il vous demande à ce moment-là. Ce n'est pas toujours facile, mais en tout cas, il faut aussi savoir poser aussi et mettre de côté ce qui n'est pas important. Le téléphone, de temps en temps, il faut le mettre de côté. Surtout qu'après, plus tard, on le remarque, sur des enfants un peu plus grands, ils vont dire oui, mais tu es tout le temps sur ton téléphone, pose le téléphone. Donc, ils peuvent faire la remarque en étant plus grands. Donc, il faut trouver justement des temps de qualité avec son enfant, justement pour développer au maximum. Et c'est des temps de qualité qu'on peut déjà mettre en place quand la femme est enceinte, in utero. Si déjà pendant la grossesse, que ce soit pour un premier, un deuxième ou un troisième, la femme, le couple prend un temps de qualité, justement, c'est-à-dire prendre un temps pour se poser, écouter cette grossesse, écouter ce qui est en train de se passer, prendre du temps aussi pour se préparer à la naissance, se préparer à l'après, ce sera peut-être plus simple après, plus facile de reprendre des temps par la suite. Quand notre bébé vient au monde, prendre un temps pour la découverte de cet enfant que l'on rencontre physiquement pour la première fois, que l'autre rencontre physiquement pour la première fois. Se dire, là, en fait, ce temps, on met tout le reste sur pause et juste on se découvre, juste on se rencontre. Et c'est vraiment ça aussi. Tu l'expliques pour un enfant plus grand, mais quand on va donner le sein à son enfant, quand on va lui donner le biberon, et se dire à ce moment-là, je ne fais que ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est dans cette dyade parent-enfant, et je ne suis pas à côté en train de regarder la télé, même si on peut être très multitâche quand on est maman, à faire la cuisine, à faire les courses en même temps, si on regarde, parfois on peut voir une femme qui fait les courses et qui donne le sein en même temps, ou des femmes qui donnent le biberon et qui sont en train de s'occuper, mais un temps de qualité, c'est tellement important. D'autant que je rebondis du coup sur le multitâche, il faut savoir que dans l'étude des neurosciences, le cerveau n'est absolument pas habilité à être multitâche. Ça veut dire qu'en fait, quand on se dit multitâche, effectivement, on est capable de faire plein de choses en même temps, mais du coup, les choses ne sont pas faites qualitativement. Donc,
c'est quand même, quand on sait ça, on se dit, bah oui, donc on fait les choses. Et moi, je reprendrai sur la relation de l'adolescent, je l'ai vécu, j'ai des enfants qui sont aujourd'hui adultes. Les parents qui m'écoutent vont s'identifier. Vous rentrez du travail, vous êtes débordés, vous faites à manger en même temps. On en est toujours au même endroit. On fait à manger en même temps, on va brancher une machine, on répond au téléphone parce qu'il y a toujours quelque chose d'urgent pour répondre au téléphone. Entre-temps, le mari nous demande, je ne sais pas moi, où est mon... peu importe, il cherche quelque chose. Et votre enfant arrive et tac, c'est l'instant, c'est maintenant, c'est tout de suite. Il vous parle, vous lui répondez, mais en fait, vous n'avez pas écouté ce qu'il a dit, pas du tout. Et lui, il le sait ça. Alors, le petit également, il va se manifester différemment, mais votre adolescent, il le sait bien. Donc, il va finir par partir, il va claquer la porte. Et puis, du coup, vous allez rentrer en conflit. Personne n'aura eu de réponse, on n'aura rien répondu, on ne se sera pas écouté. Donc, il faut aussi savoir dire, donc, quel que soit l'âge de l'enfant, même tout petit, puisqu'il est capable d'entendre et de comprendre. Et en plus, ce sont vraiment des éponges. Il faut savoir dire, écoute, j'entends que tu as besoin de passer ou de me poser une question, mais là, c'est urgent pour moi de faire ce que je suis en train de faire de suite. Je prends 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, je te retrouve dans ta chambre, parce que là, je parle à un adolescent, je te retrouve et on prend un temps vraiment tous les deux. Et ce temps-là, on va poser le téléphone, on ne va pas écouter, on va prévenir aussi l'autre. Je prends un temps, là j'ai 10 minutes, je dois parler avec Benjamin, et on prend ce temps vraiment d'écoute et d'échange. Et tenir sa promesse de temps, c'est-à-dire que si on dit je prends 10 minutes, un quart d'heure et après je suis à toi, il faut vraiment l'être. C'est vraiment s'isoler, mais là du coup, je vais faire le lien, on va rentrer dans une relation de pleine conscience et vraiment d'écoute. Pour rebondir, du coup, en fait, ce qui marche aussi chez les plus petits, c'est des timers, en fait, où justement il y a un espace coloré, on va leur dire, regarde, je te mets un timer. À la fin, voilà, c'est cette couleur, c'est bleu. Hop, quand c'est fini, maman, elle passe à autre chose, elle va préparer le repas, et ainsi de suite. Comme ça lui laisse en fait du temps où il sait que ça commence à, du coup, dans l'espace-temps, lui donner en fait, du coup, une visuelle. Ça lui matérialise et puis ça lui donne un visuel. Donc, du coup, il a son moment. Et puis, nous, après, derrière, on sait qu'on pourra passer à autre chose sans rentrer dans un conflit. Donc, on essaye, du moins, en tout cas, de rentrer dans cette optique-là. Et par contre, du coup, cette question se pose pour les rituels aussi. Si votre enfant, vous mettez un rituel en place, il sait que tous les soirs, c'est son moment où il a son histoire, par exemple. Si un soir, vous chantez cette histoire, alors que pour lui, c'est ancré, qu'il a son rituel et qu'il va avoir cette histoire, ça peut être très très difficile. On aura souvent la réponse de dire non mais c'est pas grave, si c'est pas ce soir c'est demain. Mais il faut comprendre que pour l'enfant c'est très dur. Pour lui il n'a pas son moment. Donc c'est toujours expliquer pourquoi à ce moment-là il n'a pas son moment, accueillir son émotion, accueillir le fait que pour nous ça semble pas grave, mais pour lui ça peut être très très difficile de ne pas avoir ce temps-là. Et puis... Alors ça me fait penser une question là, finalement, qui nous ramène aussi au début là, de notre intervention. Finalement, là, on a les personnes qui font appel à vous, ça va être, par exemple, des personnes, tu parlais d'épuisement parental. Donc, on fait appel à vous parce qu'on sent qu'il y a des trucs où ça ne marche pas bien. Pas forcément. Alors justement, tu vas me dire, est-ce que quand tout va bien, il faut quand même se méfier? Voilà, parce qu'on n'a pas forcément le regard sur nous on a l'impression que ça va bien, l'enfant dort, mange, mais comme tu dis, si on casse un rituel, il ne va pas forcément s'exprimer, mais on est en train d'installer des trucs qui plus tard vont faire que ça marchera moins bien. Alors, comment on fait son auto-analyse en tant que parent? C'est très intéressant. Je pense qu'il n'y a pas d'auto-analyse à faire. Je pense que tout parent sait que ce qu'on est en train ce dont on parle, c'est le rêve. On sait très bien que ces moments-là, on ne peut pas les avoir 24 heures sur 24. C'est pas possible. On a tous notre état d'esprit, on a tous nos difficultés. On est des êtres remplis d'émotions et nos enfants aussi d'ailleurs, parce que là c'est vraiment une relation. La relation, c'est deux personnes.
Donc on est vraiment, là c'est bien, on a tout organisé, on va bien. Mais peut-être que ce matin, j'aurais pu arriver avec une émotion très forte qui me mette mal à l'aise et j'aurais pas la même communication avec toi, forcément. Donc nous, on est des adultes, on contrôle tout ça. Un enfant, mais même un adolescent, ne va pas avoir cette même... un enfant, il ne contrôle pas du tout. De toute façon, les petits, c'est vraiment l'instant T, donc c'est spontané. Du coup, je crois que... Moi, je dis aux parents, n'attendez pas d'être à mal pour faire appel à nous. Venez vous amuser en atelier, faire des exercices, échanger. On vous propose des échanges entre parents. D'ailleurs, dans les ateliers qu'on fait, les parents, c'est presque une drogue. Ils ont envie de revenir parce qu'il y a énormément d'échanges, il y a énormément de choses qui se passent. Il y a un bien-être aussi qui s'installe. Enfin, c'est réconfortant. Si on regarde avant la crise sanitaire, on sortait beaucoup plus facilement d'aller, on appelait ça les conversations de bac à sable. C'était vraiment de l'entraide parentale. La crise sanitaire, elle a quand même mis une barrière à tout ça, même si on arrive maintenant à ressortir un petit peu. On a quand même un cocon familial très restreint qui s'est formé et on a besoin de toute façon d'être accompagné de d'autres personnes. Fiona, tu nous as parlé de communautés. Oui, de villages, de tribus. Mais ce que je voudrais rajouter par rapport aux personnes qui peuvent venir vers nous, il va y avoir différents publics en fait. Il va y avoir les parents qui auront une problématique, que ce soit par rapport à l'épuisement, que ce soit par rapport au sommeil. Moi, les personnes qui peuvent venir vers moi, c'est des couples qui ont soit vécu un deuil par exemple, ou qui ont vécu un premier accouchement catastrophique et ils ne veulent pas ça du tout pour le second et ils veulent être accompagnés, que ce soit à la maternité, que ce soit pour des accouchements à la maison par exemple. Ou alors, il y a des personnes qui sont informées et qui savent le bien-être par exemple d'un atelier Snozelen et qui ont envie de connaître, qui savent que la réflexologie peut être quelque chose de très positif et qui vont venir alors qu'en soi, tout va bien. Moi, par exemple, un couple, une femme qui est enceinte, la grossesse se passe très très bien, c'est un premier, et qui a juste envie de faire son choix d'un accouchement plus physiologique et il n'y a pas de problématique, c'est juste des personnes qui sont plus informées ou informées différemment et qui veulent découvrir autre chose. Et puis tester, avoir envie d'accompagner l'enfant. De renforcement de soi ou de prévention. Oui. Et aussi de bien-être. De bien-être. Prendre soin de moi, de notre famille, pour prendre soin de l'autre. D'autant que c'est des informations que de toute façon tout parent va aller chercher à un moment donné. On cherche des réponses tout le temps, que ce soit pour élever son enfant ou dans autre chose, on est constamment en train de chercher de l'information. Et oui, la communauté a quelque chose de très 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 important. Alors il est 14h44, ça passe très vite. Oui. Donc on avait préparé plein de questions, mais on n'aura sûrement pas le temps de les poser. Et là, je vois que pour l'instant, ça ne bouge pas depuis la séquence de tout à l'heure sur les questions. Mais dans tous les cas, même pour les personnes qui nous... même s'il n'y a pas de questions, et pour les personnes qui regarderont la rediffusion, par rapport à la promesse qu'on a faite au début, donc vous avez commencé déjà à donner des clés sur comment profiter, comment avoir des moments de qualité avec ses enfants. Est-ce que vous avez d'autres choses à proposer, d'autres routines à mettre en place? De toute façon, comme on parlait tout à l'heure, elle parlait des ateliers. Donc rien que les ateliers, en fait, permettent aussi justement de passer du temps de qualité avec son enfant et à la maison de le recréer, ce temps de qualité. Donc ça va être par la réflexologie, des temps de Snozelen vont aussi permettre à la maison, ils peuvent aussi mettre une lumière d'ambiance, ils vont essayer de recréer cette ambiance un peu Snozelen qu'ils vont avoir fait en atelier et donc créer du temps de qualité avec l'enfant et donc justement développer cette harmonie et ce bien avec l'enfant, ce lien, créer du lien et de l'attachement encore plus fort avec l'enfant. Donc ces ateliers vont permettre ça. Et du coup, en amont aussi, par la grossesse, les massages, le prendre soin de la femme enceinte, forcément, ça aidera. Oui. Puis après, il y a ce côté, je pense que vous l'avez entendu à chaque fois, c'est d'être présent
en pleine conscience avec son enfant, en pleine conscience, même avec le coparent aussi, c'est ça, hein. C'est apprendre à s'écouter, apprendre à écouter l'autre, que ce soit par les mots, que ce soit par sa gestuelle, que ce soit par ce qu'il peut aussi nous transmettre avec le visage. Une émotion, elle se vit physiquement dans les gestes, dans les mots, mais aussi le visage apporte une grande information. Donc apprendre à écouter tout ça, on parle de communication verbale et non verbale. Donc c'est à chaque moment de qualité, je suis là, pleinement présent avec mon enfant. Et ce qui implique forcément, c'est pas quelque chose, c'est un moment choisi, un moment où vous allez pouvoir, vous, être disponible. Et tout à l'heure, on parlait de rituels, notamment pour le coucher, pour les plus petits. Moi, je vous ai un petit peu parlé de l'adolescent. C'est vraiment savoir provoquer ce moment quand vous pouvez le faire. C'est-à-dire que le rituel, ne vous mettez pas un objectif trop haut. Je vais donner un exemple que moi je donnais à des professionnels de crèche. Pour faire une activité avec ses enfants, si vous n'aimez pas la peinture, ne leur proposez pas la peinture et ne vous forcez pas à faire de la peinture avec votre enfant. Il y aura forcément quelqu'un dans son entourage qui va lui proposer ce genre de choses. Si vous, ça vous met mal à l'aise, vous n'allez pas le faire. Voilà. Donc c'est vraiment effectivement un moment de qualité, donc qui fait donc de pleine conscience. Qui fait appel aussi, du coup je vais faire le lien directement avec les autres intervenants qui étaient là. On a beaucoup parlé des sens. Moi c'est ce que je fais aussi avec nos Hélène, hein. Faire appel à ses sens, c'est aussi ça, c'est aussi partager l'éveil de ses sens avec l'autre. Alors quand ils sont petits, c'est effectivement on joue avec, on fait découvrir des odeurs, etc. Mais quand ils sont plus grands, on peut aller au musée, écouter de la musique ensemble. Enfin, il y a plein de choses auxquelles ou goûter des choses. Aller dans un restaurant gastronomique ou pas, hein, mais faire de la cuisine. Enfin, il y a plein de choses qui... C'est vraiment ce qu'on aime nous. C'est ça qui est important. Ne pas se forcer à faire les choses. Trouver le moment propice qui nous convient et puis le répéter régulièrement. Ce que tu dis là, ça a son importance parce que s'écouter aussi, et je pense que c'est important dans le développement de l'enfant qu'on puisse aussi dire, en fait, moi là, maintenant, tout de suite, je ne suis pas capable de passer du temps avec toi parce que j'ai une émotion qui est trop importante, je suis en colère pour quelque chose qui ne te concerne pas, mais voilà, j'ai cette émotion-là. Parce que on n'est pas des robots, hein, même en tant que parents. Hein, ça, c'est quelque chose qu'il faut se rappeler. On n'est pas des robots et des fois, on ne peut pas parce qu'on n'est pas bien, parce que ça peut être une fatigue, parce qu'on est malade, ou simplement parce que, comme tu disais, même toi tout à l'heure, la journée a fait que je ne suis pas... Là, je ne peux pas. Et le dire à son enfant, c'est pas être faible ou dire ou céder à tout, c'est juste dire je t'apprends à évoluer, à te développer, à t'élever en tant qu'enfant, en te disant que tu peux me transmettre ton émotion, poser des mots dessus, mais il faut aussi que moi, je sois capable de te le dire. Ok. Donc vous insistez bien sur la qualité des moments et pour ce qui concerne la quantité. Donc quel est le niveau minimal de quantité qualitative, de moments qualitatifs à avoir avec il faut que ce soit régulier. Il faut que ce soit régulier, il ne faut pas que ce soit faux. Il ne faut pas que ça sonne faux. Est-ce qu'une demi-heure par jour, ça suffit ? Moi, je ne donnerai pas de temps parce que ça dépend de la vie de chacun. Ça dépend de ce qui peut... Quelqu'un qui a un travail où il n'est pas présent de la semaine, je pense qu'il soit très lourd, il n'est pas forcément disponible tous les jours. Ça, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est vraiment Ça se rattrape avec la qualité. Il vaut mieux que vous passiez du temps de qualité, même si c'est une fois dans la semaine, parce qu'en effet, votre vie fait que c'est pas possible. Votre enfant, il prendra conscience de ce temps de qualité, plutôt que tous les jours avoir l'impression d'être disponible, mais en fait, ne pas l'être, parce que on est aujourd'hui, le téléphone, c'est un exemple qui revient souvent, mais c'est pas pour rien. Si c'est pour être avec son enfant toute la journée mais être tout le temps sur le téléphone, c'est pas un moment de qualité. Alors qu'à côté, si vraiment vous bloquez un temps du soir, un temps qu'avec lui ou même dans la journée, même si c'est une fois,
Alors en discutant comme ça, je me dis qu'il y a aussi une piste qui serait à explorer, c'est de, une fois que, parce que là, bon, on fait des propositions. C'est pas forcément facile à mettre en place de suite. Hein. Guillaume en parlait ce matin pour la pleine conscience. On n'arrive pas de suite au stade, au 4e stade quand on n'a pas l'habitude. Pareil avec ses enfants. Finalement, ça serait intéressant de se dire, une fois que j'ai fini ce moment avec mon enfant, d'avoir un retour d'expérience avec soi-même en se disant, voilà, comment je me suis senti, est-ce que j'ai vraiment été en pleine conscience avec lui. Et peut-être que, voilà, moment après moment, on va progresser dans l'exercice. Et ce que disait Nathalie tout à l'heure, est-ce que j'ai aimé prendre ce temps-là avec lui? Qu'est-ce que je préfère en fait? Est-ce que je préfère être pleinement avec lui en train de lire une histoire, être pleinement avec lui en faisant de la pâte à modeler? Voilà, si c'est pour faire une activité qui... Alors, il est 14h51, donc je pense que la promesse, elle est remplie. On a apporté quand même pas mal d'éléments. Alors, on avait prévu un certain nombre de ressources, de livres à présenter. Je voulais juste dire 2 mots sur le Snozelen. Voilà, on a 3 minutes. En fait, c'est vous qui choisissez. C'était au moins, voilà, parce que c'est quand même important, parce que du coup, ce temps de qualité, quand on vit une séance Snozelen, alors une séance Snozelen, c'est un atelier sensoriel en fait. Enfin, c'est un atelier sensoriel avec ce qu'on appelle une approche Snozelen. Donc c'est vraiment la relation qu'on va y mettre. Donc c'est quelque chose qui en principe se pratique, qui se pratiquait plutôt qui se pratique toujours auprès de patients de troubles du comportement, des personnes polyhandicapées, Alzheimer. Mais aujourd'hui, c'est arrivé dans les années 2000 en petite enfance. Et moi, je l'utilise vraiment justement pour trouver ce moment de qualité dans la relation parent-enfant, parce que on se pose, donc je vais vous mettre un petit peu en condition, vous imaginez dans un endroit féerique, il y a un jeu de lumière, il peut y avoir des odeurs, il peut y avoir de la musique, il y a des choses à toucher, donc l'enfant va explorer et l'enfant découvre le monde justement par ses sens, hein. C'est vraiment ses sens qui l'amènent à l'ouverture du monde, on le voit déjà dès la grossesse, in utero. Les sens se développent là, hein, donc voilà. Et donc lui, il va explorer, donc du coup, il va prendre confiance en lui, puisqu'il va se découvrir, avoir un rapport à soi qui va être autre. Et le parent, lui, va lâcher prise, c'est-à-dire qu'il va se positionner, il ne va pas interagir avec son enfant, il va juste, par rapport aux sollicitations de l'enfant, il va juste répondre. Donc il va déjà apprendre à répondre par rapport à ses sollicitations, mais aussi apprendre à le regarder faire. Et du coup, il y a une relation de confiance qui va se créer et une relation intérieure qui va vraiment être sur du lâcher-prise où on est vraiment concentré l'un à l'autre et l'un est pour soi. C'est difficile à expliquer, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vivre. Ok, très bien. Alors, je suis désolé de vous couper, mais il y a l'interséquence à préparer. Donc, comment est-ce qu'on rentre en contact avec vous maintenant on a bien compris, il n'y a pas besoin d'attendre qu'il y ait des problèmes. Voilà. En effet, donc, le plus tôt est le mieux. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Donc, vous voulez rappeler les moyens de contact que vous préférez? C'est Internet Alors, pour ma part, c'est par téléphone et via les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. D'accord. Voilà. Sur les réseaux, je suis les mains sur le ventre, donc Fiona Maillet, doula, à Narbonne. D'accord. Sur les réseaux aussi, par téléphone, adresse mail, donc du coup c'est Léa Boulbès. Et donc ça sera sur les réseaux et après vous avez les informations dessus, il y aura toutes les informations. Et après le numéro de téléphone et l'adresse mail, ça sera aussi sur les réseaux, on trouve tout. Ok, d'accord Nathalie. Voilà, et moi pareil, il suffit de taper, d'aller sur le site, j'ai un site internet et les réseaux associés, donc c'est histoiredeparents.fr où il y aura toutes les coordonnées aussi de mise et en général, on essaie de faire savoir quand il y a des petites choses. D'ailleurs, on est en train de mettre en place un forum qui aura lieu au mois d'octobre, le forum de la famille, donc on vous le fera savoir via les réseaux. Ok, c'est bien. Il y a des projets en cours. Léa, Fiona, Nathalie, merci pour votre intervention, c'était très concret.
Et puis, donc c'est la 3e séquence et on voit que pour l'instant, toutes les séquences ont un lien entre elles. Hein. Exactement. On a pleine conscience, l'illustration, on a beaucoup parlé des enfants. Exactement. Et merci Olivier. Bravo pour tout ce que vous faites. Merci, et à bientôt. Merci, encore merci de réenchanter la vie. Alors, on va faire une toute petite interséquence et mettre 2 minutes de musique. Et on se retrouve juste après. Alors si ça veut bien se lancer. Hop. Alors la musique ne se lance pas, donc je pense que vous m'entendez encore. Si je fais ça, est-ce que ça marche? Hop, là ça devrait marcher.